Cette partie de votre formation théorique va mettre en lumière deux points sur la prévol, l'aspect administratif et l'aspect visite prévol. Donc je vous invite à suivre ces deux cours. Bon apprentissage. Ce cours a pour vocation à vous présenter l'ensemble des documents indispensables sur l'aspect administratif avant l'exécution d'un vol. Premier donc de ces documents, ici le certificat d'immatriculation. Il s'agit d'un document, comme son nom l'indique, qui certifie l'enregistrement de l'avion ainsi que le nom de son propriétaire. Nous sommes ici face à un certificat de navigabilité. Il s'agit d'un nouveau modèle de certificat de navigabilité. Vous en trouverez potentiellement de plus anciens. L'idée reste la même à ceci près que sur ce certificat, il n'y a pas de limite de validité. Il doit être cependant accompagné d'un certificat d'examen de navigabilité. Nous allons voir dans le slide suivant. Sur les autres CDN, certificats de navigabilité, peuvent apparaître deux conditions, V ou R, V pour apte au vol et R pour non apte au vol. Ce certificat doit être présent à bord de l'avion pour chaque vol. Ici nous sommes face à un CEN, certificat d'examen de navigabilité. Ce qui le distingue du CDN, c'est sa date de péremption en bas à droite de la première page, ici 16-04-2008. Attention, le CN doit être valide pour faire un vol en toute légalité. Votre avion doit être suivi et entretenu par un centre d'entretien agréé. Donc cet entretien agréé est donc certifié par la déclaration d'entretien qui doit être présente dans le carnet de route de l'avion, de façon à s'assurer que toutes les conditions de sécurité de l'entretien sont assurées. Vous devez également vérifier la présence de la licence de station d'aéronef. Cette licence certifie les équipements présents à bord, certifie et autorise l'utilisation de ces équipements d'émission et de réception radio. On voit ici une annexe à la licence de station d'aéronef, donc décrivant les équipements présents à bord de l'avion. Sur l'annexe, la partie A comprend une colonne puissance, il va donc s'agir d'un dispositif d'émission. Et puis sur les autres colonnes, vous retrouverez donc dans la partie B la liste des émetteurs figurant en partie A, VHF et balises, mais complétée par celle des récepteurs. Les parties réceptives de la VHF, bord, etc. Vous voici donc face au devis de masse et centrage. Vous en trouverez l'utilisation précise dans la partie préparation des vols. Sachez qu'avant chaque vol, le calcul de la masse totale de l'avion et de son centrage est absolument indispensable. Voici donc l'attestation d'assurance de l'avion. Sa présence est indispensable dans l'appareil. Vérifiez bien entendu, les dates de validité. Vous voyez ici un exemple de certificat de limitation de nuisance. Ce document est indispensable aujourd'hui dans les avions. Il peut prendre plusieurs formes. Sur les avions modernes, ce certificat s'appelle certificat acoustique. Vous devez également disposer pour tout vol du manuel de vol de votre avion décrivant les performances, les procédures normales, urgences et les caractéristiques de l'appareil. Ce manuel de vol est bien entendu
à consulter, à apprendre, à analyser en profondeur tout au long de votre parcours de pilote, tout au long de votre utilisation de l'avion. Enfin, et pour les documents concernant l'avion, nous arrivons au carnet de route. Ce carnet rassemble la totalité des vols effectués par l'avion. Il doit être rempli suivant une procédure très précise, ce que nous allons voir dans le prochain slide. Nous voici face à la partie gauche d'une page du carnet de route d'un avion. Ce carnet de route a déjà été rempli par un certain nombre de pilotes. Vous pourrez remarquer les colonnes. Donc il y a un certain nombre de colonnes que je vais m'attacher à vous détailler. Première colonne, donc la date, il s'agit simplement de la date du vol. Équipage, donc le nom. Là ici par exemple sur le premier vol on a 2 personnes qui ont des fonctions différentes, un pilote et un FI, Flight Instructor, donc un instructeur. Colonne suivante, lieu et heure de départ. Donc il y a lieu normalement de placer dans la colonne lieu l'endroit d'où est parti l'avion et l'endroit où il est arrivé. Vous remarquerez ici que sur cet exemple les 2 colonnes ont été inversées, ce qui m'amènera une remarque sur la rigueur dans le remplissage du carnet de vol. Donc les heures se notent en TU, les lieux se notent en code OSCI. Notez que l'heure de départ c'est l'heure à laquelle l'avion se déplace par ses propres moyens, l'heure d'arrivée c'est l'heure à laquelle il arrive à son poste de stationnement. L'heure de vol donc c'est la différence entre l'heure de départ et l'heure d'arrivée. La nature du vol, donc là on peut inscrire un élément destiné à renseigner sur le type de vol effectué. Ça peut être un vol d'entraînement, de navigation, de voltige, de remorquage, un vol local. Les mentions VFR ou IFR ne doivent pas figurer ici puisqu'il s'agit simplement d'un régime de vol. On va voir dans le slide suivant la deuxième partie du carnet de route. Voici donc la page de droite du carnet de route. Donc on remarque d'autres colonnes bien entendu. Alors première colonne carburant, quantité de carburant au départ et à l'arrivée. Notez que l'on note le carburant apporté au départ et apporté à l'arrivée. C'est pourquoi vous pouvez remarquer ici qu'il y a des traits, tout simplement pour indiquer qu'aucun carburant n'a été rajouté. Ici, sur ce 5e vol, le pilote a fait le plein complet en rajoutant 75 litres. Et ici 53,52 litres ont été ajoutés, ici 80 litres, et ainsi de suite. De la même façon pour l'huile, en cas d'ajout au départ ou à l'arrivée, ces informations sont notées ici, sur l'ensemble de ces vols, rien n'a été noté de particulier. La colonne incident observation éventuelle, c'est ici que devraient être inscrits les incidents et ou observations éventuelles. À titre d'observation, les aéroclubs ont pris l'habitude de noter les horamètres, de façon à calculer le temps total de vol de l'appareil entre 2 visites. Signature du commandant de bord. Donc en général, il y a la signature ici du commandant de bord, accompagnée, et c'est encore un usage du RAS qui en toute rigueur devrait se situer dans cette colonne-ci. Enfin, visa, douane et autorité aéronautique. Donc dans cette partie-là, on retrouvera, comme son nom l'indique, des visas, des autorités aéronautiques et également les autorisations pour remise en service suite aux visites périodiques des avions. Vous trouverez ici les règles d'emport des documents à bord de l'avion. Alors, tout d'abord, les documents dont la liste suit doivent se trouver à bord, doivent être tenus à jour en état de validité. Alors pour tout vol, sauf pour planeur ULM, la documentation à jour fixant les conditions et limites d'utilisation de l'aéronef, le manuel de vol bien entendu, ou le document équivalent, et la fiche de pesée. Alors quand on dit la fiche de pesée, c'est la fiche de pesée renseignée pour le vol, et pas simplement la fiche de pesée standardisée. Les consignes relatives aux éventuelles utilisations particulières aux opérations de secours et à l'utilisation des équipements de secours, en général, sauf cas particulier, c'est présent dans le manuel de vol. Le plan de vol de circulation aérienne lorsqu'il est établi ou lorsqu'il est obligatoire, évidemment.
Sauf pour les vols restants dans la circulation d'aérodrome, les cartes appropriées à la route et à toute autre route de déroutement, je dirais même les cartes appropriées et renseignées. Pour tout vol autre qu'en ULM, pour lequel l'aérodrome de décollage et d'atterrissage sont différents, les documents présents sont les suivants, donc le certificat d'immatriculation, certificat de navigabilité, donc CDN et CEN, documentation de limitation de nuisance, la licence de station de l'aéronef, les licences qualification, autorisation technique et carnet de vol des membres d'équipage de conduite. Et en particulier, quand on parle d'autorisation technique, c'est aussi le certificat médical, le carnet de route. Toutefois, l'import de ce document n'est pas obligatoire sous réserve du respect des dispositions prévues au paragraphe 4.2 du document, qui est tout simplement un extrait ici du guide VFR que vous pourrez trouver sur internet. Ces dispositions sont les suivantes. Le carnet de route doit être rempli au moins à la fin de chaque journée, rempli correctement, compte tenu de ce que nous avons vu précédemment, et également rempli à chaque fois qu'il y a un incident ou un accident. Voilà donc pour les listes des documents emportés à chaque vol. Ceci termine donc le cours sur la documentation avion. Je vous invite, pour chaque avion que vous allez utiliser, à vérifier la validité de chacun de ces documents et surtout à lire le manuel de vol.